aperçoit à travers les barreaux de la coursive, est-ce qu'il sortira jamais d'ici? Il n'y croit plus, et espérer est illusoire. La République autoproclamée du Haut-Karabakh, également dénommée Nagorno ou Nagorny, est située en Azerbaïdjan, mais elle est majoritairement peuplée d'Arméniens. Le 26 novembre 1991, une première guerre a éclaté entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qui se disputent ce territoire. À la fin du conflit, en 1994, l'Arménie exerçait sa souveraineté sur une grande partie de l'enclave du Haut-Karabakh, ainsi que sur 7 districts à majorité azérie. En mai 1994, un cessez-le-feu est signé sous l'égide du voisin russe, mais les affrontements ne cessent pas pour autant. Le 27 septembre 2020, l'Azerbaïdjan a bombardé la ville arménienne de Stepanakert et a progressé en territoire arménien au cours du mois d'octobre 2020. Au cours de ce conflit, l'Azerbaïdjan a violé le droit humanitaire, et notamment la Convention de Genève du 12 août 1949, relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre. Il a également eu recours à des armes prohibées par le droit international, telles que des bombes à sous-munitions. Depuis 3 ans, Kirill revoit les scènes qui ont précédé sa capture par l'armée azerbaïdjanaise. Kirill est né et a grandi à Gori, dans la région de Syunik, en Arménie. Il s'est engagé volontairement et a été intégré à l'armée arménienne au cours du mois de septembre 2020. Il a été fait prisonnier par l'armée azerbaïdjanaise alors qu'il défendait son pays. Son unité essuyait des tirs d'artillerie dans le cadre de l'assaut terrestre d'envergure mené par l'armée azerbaïdjanaise. Il avait été envoyé en mission de reconnaissance aux alentours de Stepanakert lorsqu'il a été capturé par des militaires azerbaïdjanais accompagnés de mercenaires d'origine syrienne. Il était accompagné de son ami Vatchak. Ils s'étaient engagés ensemble et étaient depuis inséparables. Vatchak assurait la liaison radio avec le reste de l'unité lorsqu'il a été touché par une balle au niveau de l'abdomen. La balle n'avait fait qu'effleurer Kirill. Sans une once d'hésitation, Kirill a chargé Vatchak sur son dos, sa kalachnikov à la main. Alors qu'il se repliait et tentait de rejoindre son unité, il est littéralement tombé sur une patrouille de l'armée azerbaïdjanaise. C'est du moins ce qu'il a imaginé, car il n'est pas certain de se souvenir vraiment. Il courait, aussi vite que le lui permettait le poids de son ami lesté sur son dos, lorsqu'il avait ressenti un choc violent à la nuque, puis le noir complet. Lorsqu'il s'était réveillé, sa tempe était en contact avec de la terre humide. Il ne pouvait pas bouger, il était entravé. On lui avait attaché les mains derrière le dos et des fers lui en serraient les chevilles. Il se trouvait dans une caserne avec d'autres prisonniers, des Arméniens comme lui. Pendant combien de temps était-il resté sans connaissance? Il n'en savait rien, et ce blackout le terrorisait. Il pensait à son ami Vatchak en réalisant qu'il ne le reverrait jamais, puis il songeait à sa mère, à son père, à sa sœur. Il a ensuite vécu tellement de souffrances, tellement d'humiliations. Il a été témoin de tellement d'exactions. Il repense à ce jour où les soldats azéris ont aligné 10 prisonniers arméniens en uniforme militaire, bien sûr désarmés, avant de les exécuter sommairement d'une balle dans la tête. Ils étaient tous si jeunes. Il a été contraint d'assister à ce sinistre spectacle, pour l'exemple. Il a été soumis à des interrogatoires plus que coercitifs. Des militaires azerbaïdjanais ne cessaient de lui demander dans quelle unité il avait été incorporé lors de la première guerre au début des années 90. Il ne cessait alors de répéter qu'il était trop jeune pour être mobilisé à l'époque et qu'il n'avait que peu d'expérience militaire compte tenu de son récent engagement. On l'accusait également d'être un terroriste et on lui demandait par qui il avait été recruté, quelles étaient ses cibles, ses objectifs. On lui répétait que ses réponses n'étaient absolument pas convaincantes et on le ruait de coups. Sa vie se résumait à cela, de manière absolument absurde. Invoquer des faits de terrorisme permettait aux autorités azerbaïdjanaises de contourner le droit international humanitaire dans la mesure où elles affirmaient que les détenus étaient des terroristes qui ne méritaient pas le statut de prisonniers de guerre au sens des conventions de Genève. Pourquoi est-il toujours en vie? Il n'en sait rien. On lui parle vaguement d'un procès à venir, mais tout cela n'a aucun sens. On lui parle de terrorisme, d'atrocités qu'il aurait commises,
Il a compris depuis longtemps maintenant que clamer son innocence était vain. Des rumeurs de libération immédiate, aussitôt démenties, contribuent à son effondrement psychologique et le déstabilisent. Au cours de ce conflit, les membres de l'armée azerbaïdjanaise ont commis des crimes de guerre en violation du droit international humanitaire, et ce, en toute impunité. Plus encore, les exécutions extrajudiciaires et les mutilations ont participé d'une véritable politique de la terreur. Une terreur orchestrée, notamment via les réseaux sociaux qui perpétuent un climat de haine et empêchent toute réconciliation pérenne. Le 9 novembre 2020, le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian, a signé, avec le président azerbaïdjanais, un accord de cessez-le-feu mettant fin aux hostilités, toujours sous l'égide de la Russie. Cet accord est entré en vigueur le 10 novembre 2020. En vertu de cet accord, l'Azerbaïdjan conservait les territoires conquis et récupérait l'ensemble des 7 districts à majorité azérie, sur lesquels l'Arménie exerçait sa souveraineté depuis 1994. Le point 8 de l'accord de cessez-le-feu réglait également le sort des personnes détenues ou des otages, prévoyait l'échange de prisonniers de guerre et la restitution des corps des soldats morts au combat. La troisième convention de Genève de 1949, ainsi que le protocole additionnel de 1977, énoncent les règles visant à protéger les prisonniers de guerre dans le cadre d'un conflit armé international. Les prisonniers de guerre se définissent ainsi comme les membres des forces armées d'une partie à un conflit tombés aux mains de la partie adverse. Ainsi que le rappelle le Comité international de la Croix-Rouge, les prisonniers de guerre ont toujours été particulièrement vulnérables aux abus en raison de leur proximité avec l'ennemi et du fait que leur captivité se déroule généralement dans un contexte d'animosité. Kirill en a vaguement conscience, mais les prisonniers de guerre tels que lui ne peuvent être poursuivis pour le simple fait d'avoir participé directement aux hostilités. Ils doivent ainsi être libérés, puis rapatriés sans tarder, dès la fin des hostilités. Ils peuvent être traduits en justice pour d'éventuels crimes de guerre, mais en aucun cas pour des actes de violence licites au sens du droit international humanitaire. L'Arménie et l'Azerbaïdjan sont tous deux signataires de la troisième convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre. Et ce texte exige que ces prisonniers soient traités avec humanité, en toutes circonstances, durant le temps de leur captivité. Ils ne doivent être soumis à aucun acte de violence ou d'intimidation. En vertu du droit international humanitaire, ils doivent également avoir accès à des conditions sanitaires et d'hygiène élémentaires appropriées. Ils doivent pouvoir entretenir des correspondances avec leurs familles et leurs proches par l'intermédiaire de courriers et de messages. Ils peuvent également recevoir des colis individuels contenant de la nourriture, des vêtements ou des médicaments. Kirill n'a jamais rien reçu. Les mesures de représailles à l'égard des prisonniers de guerre sont strictement interdites. Ainsi que l'a affirmé Ramin Manad, conseiller juridique du CICR, les conventions de Genève servent de rempart contre la cruauté et réaffirment l'idée que, même en temps de guerre, il y a des limites. En tout état de cause, Kirill doit conserver son statut de prisonnier de guerre et bénéficie de la troisième convention de Genève, jusqu'à sa libération effective et son rapatriement. Mais que signifient ces mots pour Kirill? Que lui reste-t-il lorsque le pays qui le détient aujourd'hui ne respecte pas ses engagements internationaux ni l'accord de cessez-le-feu du 9 novembre 2020? Quels sont ses recours? Quand bien même il serait formellement mis en cause par une autorité de poursuite azerbaïdjanaise, il aurait le droit à un procès équitable tel que garanti par l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement. Conformément à ce texte, Kirill aurait dû être informé dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprenait et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui. Pourtant, il est maintenu dans l'ignorance et cela participe à la torture psychologique exercée contre lui, sans parler des interrogatoires incessants dont il fait l'objet. Dans l'affaire Géorgie contre Russie, la Cour européenne des droits de l'homme s'est penchée sur les conditions de détention de populations civiles et prisonniers de guerre géorgiens par les forces russes à la suite d'un conflit militaire ayant eu lieu en Géorgie. La Cour a souligné que les prisonniers de guerre disposaient d'un statut particulier accordé par le droit international humanitaire qui n'avait pas été respecté, dès lors que les prisonniers avaient été soumis à diverses formes de mauvais traitements considérés comme des actes de torture. Il se murmure dans la caserne, de cellule en cellule,
que les prisonniers de guerre arméniens serviraient de monnaie d'échange dans le cadre de négociations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Kirill ne veut pas y croire. Il a foi en son pays, et c'est la raison pour laquelle il s'est engagé. Kirill Akobian est détenu dans des conditions dégradantes. Il a été soumis à des traitements déshumanisants et à la torture lors de sa capture et pendant tout le temps de sa captivité. Le droit international humanitaire interdit la torture et les autres traitements dégradants ou inhumains. La torture et les mauvais traitements infligés aux prisonniers de guerre constituent eux-mêmes des crimes de guerre. Mesdames et messieurs les membres du jury, je demande la libération immédiate et inconditionnelle de Kirill Akobian, détenu arbitrairement en Azerbaïdjan et privé des droits inhérents à son statut de prisonnier de guerre. Par ailleurs, je demande la création d'une commission d'enquête indépendante et publique chargée de faire toute la lumière sur les circonstances dans lesquelles Kirill Akobian a été détenu arbitrairement sur le territoire azerbaïdjanais sans que ses proches ne sachent s'il était vivant ou s'il était mort. Enfin, je rappellerai que les États doivent lutter contre l'impunité, lutte si chère au magistrat Louis Joannet, afin d'engager des poursuites contre les responsables identifiés, de rendre justice aux victimes et de dissuader la commission ultérieure de violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Je vous remercie.